Alors ici, je suis sur Luma AI qu'on a utilisé l'autre jour pour générer par intelligence artificielle des objets. Entre-temps, j'ai généré un truc immonde, je vais vous montrer. Ça vous fait parfois des choses dingues. Je vais demander à un rat qui fait de la bicyclette. Donc je vais aller... j'ai d'abord cliqué sur quoi j'ai cliqué sur Create, un truc comme ça. Puis je vais aller voir mes créations. Oui, ça c'est juste un écureuil genre Simpson que je lui ai demandé. Écureuil genre Simpson. Il m'en a fait quelques-uns. J'ai précisé style Simpson et voilà. Sinon, ils sont où mes petits rats immondes? Ah, il y en a un là, voilà. Voilà. Mais regardez si c'est pas immonde ça. En plus, sa queue, elle est bizarre, il y a des trous dedans. C'est dégoûtant. J'aurais dû amener les sachets en carton au cas où quelqu'un vomit. Bon, on remarque que, évidemment, toujours, les trous entre les rayons de la bicyclette, c'est foireux, tout est foireux. Mais les images 2D que l'intelligence artificielle faisait vers 2020, ça ressemblait à des choses immondes comme ça. Autrement dit, si vous vous projetez, vous allez vous dire que d'ici 2-3 ans, Luma AI et d'autres logiciels vont pouvoir générer tout ce que vous voulez. Et ce sera nickel. Et peut-être même animable directement, parce qu'actuellement, les choses sont animables si on les passe dans un autre logiciel pour faire ce qu'on appelle la kinématique inverse. La cinématique inverse en français. Donc, il s'agit de mettre sur les objets des bones pour pouvoir les animer, un squelette pour pouvoir animer les choses. Donc, vous aviez déjà entendu parler de la kinématique inverse, Inverse Kinematics. La version anglaise de l'article ne montre pas plus, si ce n'est peut-être des formules. Voilà, si je tape juste ça dans Google Setup IK 3D, je vais tomber sur plein de choses qui parlent de la kinématique inverse, donc arriver à mettre sur les... ça s'appelle aussi le rigging. Ah, peut-être que là, le rigging, riguer, faire du rigging, ça vous dit peut-être un peu plus. Mais enfin, vous voyez. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quel que soit ce que vous demandez de générer à Luma AI ou à d'autres logiciels d'intelligence artificielle qui font de la 3D, il est possible ensuite de mettre des bones dessus de manière plus ou moins automatique pour faire de l'animation. Donc il y en a qui s'en servent dans le monde réel de la production d'images. Même si actuellement c'est très sommaire, hein, c'est pas pour des personnages et des personnages principaux. Rigging, évidemment, si je tape juste rigging, je tombe là-dessus, super. Rigging 3D, voilà, c'est tout de suite un peu mieux. Le rigging, riguer. C'est un boulot en soi, c'est un des boulots, quand on travaille en équipe en 3D pour produire des films, c'est un des boulots. Il y a des personnes qui ne font que ça, le rigging. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui arrive pour aider. Voilà, vous avez des choses qui arrivent. Donc apparemment, rig viendrait de termes qui se traduit par gré. Donc apparemment, ce n'est pas un acronyme. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent les mots. Mais donc, on en revient peut-être à la première image qu'on avait vue avec les grues. Donc, quoi qu'il en soit, j'approfondirai le sujet un peu plus loin. Voilà, alors... On a tendance, quand on voit ce genre de choses, l'intelligence artificielle à vouloir philosopher. Et alors, dans les pays européens, c'est quasiment toujours le même discours, c'est unanime. Il faut légiférer, réglementer l'intelligence artificielle pour protéger les métiers de la production, les métiers d'image.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure voie, mais nous allons voir. Moi, je pense qu'il faut embrasser les techniques, les utiliser, les intégrer à ce que vous connaissez déjà. La posture de dire qu'il faut réglementer, qu'il faut interdire. Si vous le chassez, ça va revenir par la fenêtre. Par la porte ou par la fenêtre, ça va revenir. Bien, quoi qu'il en soit. Là, j'étais dans les créations. Je vais retourner dans Luma AI et cette fois-ci, je vais aller voir la partie plus historique, on va dire, de Luma, parce que leur générateur d'objets par intelligence artificielle, évidemment, c'est nouveau. Mais il y a la partie capture. Et alors, figurez-vous que les captures, en fait, qu'on fait, avec un smartphone, avec un iPad, avec une caméra, elles sont accessibles à tous, elles sont accessibles à Luma. Donc, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils permettent qu'on puisse capturer des objets 3D, les montrer, on peut tourner autour, on peut même les récupérer dans un logiciel 3D. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, figurez-vous, ça entraîne leur système d'intelligence artificielle qui est là sur le côté et qui génère des objets. Et ça entraîne aussi leur système d'intelligence artificielle parce qu'il y en a des réseaux neuronaux qui créent la capture. Donc, plus il y a de gens qui capturent des objets, des personnages, même vous, on peut vous capturer vous, votre tête, en 3D, plus le système capture bien. Bon, ça c'est typique des intelligences artificielles. Plus ils travaillent, mieux ils travaillent. Ils s'améliorent. Donc je vais sur capture ici. Voilà. Non, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Je ne vais pas aller sur capture pour voir ça. Je vais aller sur capture ici en haut à droite. Voilà. Alors, il y a des captures de différentes personnes et c'est un peu lent pour charger. On va attendre un peu. Vous voyez? On voit déjà les pseudos des personnes qui ont capturé. Et moi, je vous ai capturé un chien bleu. Bon, c'est juste une peluche bleue de chez Ikea. Et je vais vous montrer. Et j'ai capturé ça dans un appartement où j'avais très peu de recul, donc c'est foireux. J'avais que 1 mètre de recul autour de l'objet. Voilà. Donc je vais cliquer sur mon chien bleu. Il arrive. Il n'y a pas de curseur de progression, c'est ennuyeux. On ne sait pas. Il y a juste en bas à gauche un petit log qui dit données transférées depuis clarity.ms ou quoi. Je n'ai pas bien vu, mais c'est en train d'arriver. Et alors c'est un système de capture par nuage de points. Vous allez voir, il y a différents systèmes de capture. On va parler un peu de ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez un peu l'appartement, j'avais très peu de recul, c'est l'endroit de l'appartement où il y avait le plus d'espace autour, mais donc voilà. Donc il vous fait une petite animation, c'est sympa autour. Mais surtout, là je vais cliquer, ok, et zoomer en arrière. Non, c'est pas chez moi. C'est trop chic pour être chez moi. Bon, quoi qu'il en soit, je vais zoomer en arrière. J'ai peut-être zoomé un peu trop en arrière. Voilà, avec le bouton de la souris que j'enfonce, je vais pouvoir recentrer un peu parce que c'était un peu foireux. Voilà, donc je peux tourner avec la souris, le bouton gauche, je peux tourner autour. Vous voyez. En principe, je peux aller en bas aussi, mais j'ai peut-être pas assez zoomé. Voilà. Voilà, je peux aller en bas aussi. Donc, pour montrer un objet que vous auriez fait ou acheté, vous voulez montrer à un client, pourquoi pas, ça peut être une solution. Capturer, il va pouvoir tourner autour, ou quelque chose que vous vendez, vous faites du e-commerce, plutôt que de montrer une bête photo, vous pouvez capturer, sauf que ça prend quand même
pas énormément de temps pour capturer, c'est 2-3 minutes, parce qu'il faut tourner autour et suivre les instructions. Mais après, il y a 30 minutes de calcul chez Luma AI pour vous produire le fichier utilisable. Donc très intéressant. Vous remarquez qu'il y a des artefacts. Attendez, même quand je tourne autour, est-ce qu'on voit des artefacts? Non, c'est quand je zoome trop en arrière qu'il y a comme les murs. Si, il y a quand même des flous qui sont là. Ok. Le reste de l'appartement est visible un peu. Donc c'est vraiment des conditions de capture pourries, ceci. Hein. Pas assez de recul. J'ai dû me contorsionner pour arriver à faire tourner mon iPad autour de la bestiole. Quoi qu'il en soit, quand je suis donc sur ici le chien, j'ai la possibilité de télécharger. Bon, déjà, il y a la possibilité de le partager avec quelqu'un. Pour que votre client éventuellement puisse le voir, vous avez la définition d'image, le links, la possibilité d'intégrer dans un site web avec le système de la balise iframe. Voilà. Donc ça peut être partagé avec des gens qui n'ont même pas Luma AI qui est installé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ceci, pour pouvoir télécharger. Et vous voyez les téléchargements. On peut télécharger de différentes manières, dont le GLTF, qui est un format 3D qu'on a déjà utilisé, qui en un seul fichier intègre la mèche, donc le grillage, le volume 3D, et la texture. Voilà. Alors, la technologie qui a été utilisée ici pour capturer, c'est le Gaussian Splat. Voilà. C'est une technique, le Gaussian Splat, une technique nouvelle. Depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la photogrammétrie. C'est faire capturer une scène sur base d'une série de photos ou d'une vidéo. Mais, et je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant parce qu'on va analyser ça un peu plus loin, mais ça ne permet pas de faire des objets 3D importables dans les logiciels. Alors, je l'ai déjà téléchargé en version low poly. Tiens, je vais faire une exportation high poly ici. Ok. Je vais indiquer ici qu'il s'agit de la version high poly. Donc beaucoup de polygones, beaucoup de détails donc. Et forcément, ça risque de prendre un peu plus de temps pour le télécharger. Alors je vous montre dans Dimension, j'ai importé le modèle qui m'a créé, le GL. Et voilà, dans Dimension, on peut tourner autour. Mais vous voyez que le support que j'ai utilisé, la chaise à piano, a été considéré comme étant... comme faisant partie de la capture en fait. Donc idéalement j'aurais peut-être dû poser en fait le chien sur le sol et peut-être que l'exportation par Luma, il aurait considéré que le sol ne fait pas partie de la capture. Ça aurait été le plus intelligent. Mais en tout cas voilà, et ça c'est le low poly. Bien. Alors voyons s'il m'a exporté la version high poly. On va voir, je vais aller importer ça. Fichier importé, modèle 3D. High poly, le voilà. Bien. Alors, ça dit quoi? Au niveau de la taille, ben, j'ai pas les tailles qui sont indiquées ici. Ah si, ok. Ben, le low poly faisait 13,5 mégaoctets et le high poly 57. Voilà, 58.
Voilà, il est arrivé. Je vais le mettre à côté. Là, c'est celui qui est à droite. Et je vais pouvoir essayer de comparer. Donc, la version low poly. Je vais surtout m'intéresser peut-être à l'œil, on va voir, et l'oreille, là, voilà. On voit peut-être que au niveau des pixels, c'est pas encore génial, mais dites-vous bien que ça va s'améliorer. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune et graphiste, et quand je commençais à devenir un peu bon, il y en a qui disaient « Ah, il faut arrêter, c'est vraiment nul ce que tu fais. » Tout ça parce que je devenais trop bon. Alors moi, j'avais toujours ma petite phrase. Ah, mais non, mais ok, c'est pas très bon, mais je vais m'améliorer. Et alors là, la personne, non, non, surtout pas, n'essaye. Ça me fait rire. Les gens sont tellement stupides. Ok. Ah ça, la stupidité est universelle. Alors, voyons un peu ça. L'œil, ben vous voyez la différence? Allez, je vais aller remettre l'autre, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, c'est quand même un peu plus flou ici, moins détaillé, alors que celle d'à côté, le high poly, c'est un peu mieux. Et on fait quoi, monsieur, avec cette technique? Donc, par exemple, ça peut servir à montrer un objet que tu vends, ou tu as un client qui vend des choses, plutôt que de montrer des bêtes photos sur le site web, il peut montrer des objets autour desquels on peut tourner. Pas ici dans Dimension, mais dans l'exportation directement de Luma AI, l'intégration sur un site web, ça peut être sympa de montrer qu'on peut tourner autour de l'objet. Il y a des sites web qui le font, parce que pour vraiment appréhender l'objet dans toutes ses dimensions, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc je répète, capture qui est vraiment pourrie parce que j'avais très peu de recul dans l'appartement. Mais enfin malgré tout, c'est pas trop mal. Je vous rappelle qu'avec Adobe Dimension, on peut également faire de l'exportation. On peut également faire de l'exportation de scènes. Là, j'ai juste mis... J'aurais peut-être dû mettre un sac en papier, mais ils sont minuscules, je dois les agrandir, parce qu'en fait, le chien n'est pas arrivé à sa bonne dimension. Quelle hauteur est-ce qu'il a, d'ailleurs, le chien? 274 de hauteur. Donc, avec son tabouret, il fait 2,74 m. Non, il y a une petite erreur, là, de calcul de la dimension. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, quand j'amène un objet 3D dans Dimension, ici, il est trop petit. Mais en fait, non, c'est le chien qui est trop grand. Ben oui, je vais réduire le chien plutôt. Ok, donc, supposons que j'ai mesuré le chien et que sa hauteur, c'est 64 cm. Voilà, je mets 64 cm ici, touche tabulation. Et voilà, il est là. Et maintenant, il est par rapport au sachet à dimension normale. Ok, donc j'étais en train de vous dire, n'oubliez pas qu'il y a possibilité, toujours, dans Adobe Dimension, d'exporter une scène pour que n'importe qui, même qui n'a pas Adobe Dimension, puisse la voir. Vous avez ici le bouton de partage. Donc vous pourriez même mettre plusieurs objets capturés par Luma, les mettre l'un à côté de l'autre. Vous avez la possibilité d'exporter un instantané, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pourquoi pas, pour montrer rapidement à quelqu'un une scène. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est publier une scène 3D. Je vais lui mettre un nom. Voilà. Chien bleu et sachet. Pas facile à prononcer le matin. Je vais cliquer sur créer un lien public. Et là, ça peut prendre un peu de temps. Ah oui, l'idéal, ce serait de mettre un sol. On met parfois même un sol courbé. Vous voyez, comme dans les studios photo. Sauf que c'est un sol fait en 3D. Vous voyez ici, évidemment, c'est un fond vert, c'est pas l'idéal comme exemple, mais
dans Dimension, vous pourriez faire l'équivalent de ce qu'on fait dans un studio photo, une toile de fond avec le raccord entre le sol et le mur, c'est courbé. Ça peut être intéressant de faire ça dans Dimension, mais donc c'est tout ça pour vous dire que ce que je suis en train d'exporter là pourrait être amélioré, bien sûr. Alors, vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps. Ça dépend aussi de la... Ah ben voilà, c'est fait. J'allais dire de la rapidité du web. Donc ici, je vais cliquer sur Afficher sur le web. Donc, je suis sur cette adresse-là, assets.adobe.com, avec une URL spécialement rien que pour mon objet. Bien sûr, je pourrais fournir au client une URL simplifiée. Clic gauche de la souris, voilà. Ah, il est un peu bas dans la page. Par contre. Comment faire pour le remonter? Ah si, bouton droit, on peut repositionner. Donc voilà des instructions qu'il faudra redonner au client pour qu'il puisse regarder. Et donc voilà, c'est pas génial ça? Non, hein, c'est nul. Vraiment, quand ça vous fait des choses comme ça en quelques clics, c'est révoltant. J'aurais pu, dans Dimension, travailler les éclairages, aller mettre un éclairage 3 points, le modifier, modifier sa force, etc. Donc, ça aurait été mieux. Enfin, tout peut être amélioré ici, mais voilà. Oui, avec des ombres, c'est sympa aussi. Alors nous, on va faire une capture ici avec mon iPad. Alors il se trouve que c'est un iPad Pro avec scanner LiDAR intégré. Mais ce genre de capture 3D fonctionne depuis pas mal de temps. J'ai commencé en 2015 à faire de la capture 3D comme ça, avec un logiciel qui n'existe plus, enfin une application sur smartphone qui n'existe plus, ça s'appelait 1, 2, 3, Catch. Ça a été réintégré, racheté par d'autres, ça n'existe plus en tant que tel. Et donc un LiDAR, c'est un système de radar intégré à votre smartphone, pas nécessairement Apple, il y a d'autres marques qui le font, ou iPad. Généralement, je pense que c'est uniquement les pros, les grands iPads, ou petits, iPad Pro d'ailleurs, ça existe aussi, mais en tout cas la version Pro. Et ça peut aider à la capture. C'est quelque chose en plus. Donc LiDAR ou télédétection par laser, Light Detection and Ranging, utilisé depuis pas mal de temps, notamment par les scientifiques, vous avez sans doute vu ça, parce que ça permet de voir sous les arbres en fait. Hein. Vous, au départ d'un hélicoptère, vous scannez avec un LiDAR et vous arriverez à voir des bâtiments qui sont cachés sous les végétations en fait. Donc c'est comme ça qu'on retrouve de plus en plus ces derniers temps des architectures précolombiennes, donc avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est précolombien, en Amérique du Sud, grâce à ça, des choses qu'on aurait pu trouver avant que par hasard, cachées dans la forêt amazonienne et qui est grande en fait, hein, je vous rappelle, c'est quand même très grand. Donc voilà le genre de choses qu'on voit avec un LiDAR sous les arbres. On voit des fondations, des ruines. Bien. Donc, sachant cela, au niveau marketing personnel ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou de votre entreprise, ça peut être bien de dire, voilà, je vous capture des objets avec une technologie qui est utilisée par la science, le LiDAR. Voilà, vous mettez en avant. Il ne faut pas rater une occasion de mettre en avant, au niveau marketing, vos compétences, les technologies que vous utilisez.
Vous n'êtes pas obligé de dire que sur un smartphone à 500 €, vous avez un lidar qui est d'office intégré. Ça, les gens le découvriront peut-être, mais dire que vous utilisez du lidar, une technologie scientifique, voilà, ne ratez pas une occasion. De faire du marketing, de faire du storytelling de votre entreprise, racontez ce que vous faites. Alors, capture de cette paire de patins avec Luma Capture. Donc, on centre d'un côté la croix sur l'objet. On doit aller de l'autre côté. On centre également sur l'objet. Puis on passe à un processus où ça va nous demander de placer l'objet dans une boîte virtuelle 3D avec les petites flèches bleues là. On agrandit la boîte dans tous les sens pour que ça englobe virtuellement les patins. Donc là on est en train de préparer la capture avec Luma AI. Donc une fois qu'ils seront capturés, on pourra les visualiser, tourner autour, mais aussi faire un export en tant que modèle 3D et les récupérer dans n'importe quel logiciel 3D. Donc ça se fait de plus en plus pour générer facilement des objets 3D plutôt que de passer des heures, et ce serait le cas dans le cas d'un objet aussi complexe, des heures à modéliser un objet. On le capture. Donc là, on doit tourner autour de l'objet à différents niveaux. Il indique où il faut positionner le téléphone et il faut faire le tour complet avec les petites barrettes roses qui vont se transformer en bleu pour indiquer qu'on a bien capturé à ce niveau-là. Vous voyez les petites formes fantômes de GSM qui indiquent où il faut positionner le GSM. Autre niveau, on capture à nouveau. Alors vous voyez que ça balance pas mal, le GSM n'est pas stable, ça va quand même fonctionner. Une autre solution, c'est de mettre le GSM sur un pied, un trépied, et de poser l'objet à capturer sur un plateau tournant. Ici, l'éclairage n'est pas idéal. On voit que c'est fait dans un couloir avec un éclairage de lumière du jour qui vient de la porte vitrée. Sous certains aspects, les patins ne sont pas bien éclairés. Mais malgré tout, ça va fonctionner en fait. On fait juste un test là pour le processus. Mais bien entendu, normalement, s'il ne faisait pas si froid dehors ce jour-là, on serait sorti déjà pour avoir les patins en lumière du jour. Alors vous voyez qu'on va en avant, en arrière, de manière à capturer vraiment tous les angles à ce niveau-là. Voilà, et on va passer au dernier. Et on fait à nouveau le tour. Donc c'est un peu pénible. Ça prend du temps. Il faudrait automatiser ça, si possible, si on a beaucoup d'objets à capturer. Donc ça peut servir aussi pour capturer des objets dans un musée, pour archiver. Donc il y a du potentiel au niveau économique, entreprise derrière ces nouvelles technologies. On pourrait aussi utiliser du matériel plus professionnel, comme des appareils Reflex, avec une capture bien meilleure. Donc là, ça peut prendre 20-30 minutes. Il y a un entraînement de l'intelligence artificielle, le NERF. Donc le NERF, ce sont des technologies assez récentes de fin 2023, 2024, et voilà, c'est l'avenir. Voilà, alors je vais sur le site Luma AI, je vais sur la partie capture et non pas sur la partie création d'objets par intelligence artificielle. Voilà, plein de gens ont déjà capturé des choses. Mes captures sont dans le menu en haut à droite. Voilà les patins.
Ok, je vais cliquer pour arrêter le travelling caméra. Et là, manuellement, je tourne autour. Avec la roulette, je peux zoomer. En appuyant sur la roulette, je bouge. Et donc, je visualise. Alors, je vais aller sur le bouton de partage et je vais copier le lien. J'en fais un bit.ly que je vous montre là tout de suite. Voilà, en tapant ceci dans la barre d'URL d'un navigateur web, vous devriez arriver sur le lien qui vous permet de visualiser sur un ordinateur valable, avec un navigateur récent, visualiser en 3D, avec la souris, tourner l'objet. Donc tout ça offre des perspectives pour le e-commerce, évidemment. Et pas seulement, parce qu'après, on va faire l'export en 3D du patin et on va visualiser dans Dimension. Donc voilà, je viens d'enfoncer la touche Entrée et c'est la même chose que quand j'étais dans Luma AI, possibilité de visualiser, tourner. Bon, ça lag un peu ici, mais c'est dû au réseau, mais normalement, ça doit être assez rapide. Donc, roulette pour s'approcher ou s'éloigner. Voilà. Enfoncer la roulette pour bouger. Ah oui, alors, de temps en temps, il y a les murs qui sont visibles là. Il ne faut pas zoomer trop en arrière. Alors, je vais rezoomer en avant. Non, je vais bouger là. Ce sont des formes bizarres. Il faudrait les isoler. Je pourrais bien sûr exporter l'objet 3D au départ de Luma AI, les mettre dans un environnement qui convient, un socle en 3D ou quoi que ce soit, un support en 3D, peu importe, et de là réexporter vers le web pour le voir sans le décor. Alors, justement, le téléchargement de l'objet 3D, par la petite flèche là en haut à droite, quand je suis dans Luma AI, et je vais choisir le format GLTF iPoly, par exemple, voilà. Donc le fichier GLB avec les textures tout en un va arriver. C'est un des formats possibles. Je l'enregistre. Je suis désormais dans Dimension, un logiciel 3D, donc évidemment, ça pourrait être n'importe quel autre. Et je crée une scène et je vais importer le modèle 3D, donc fichier importer modèle 3D. Je vais le chercher là où il se trouve. Le voilà. Je zoome en arrière. Alors au niveau de la dimension, c'est à corriger parce qu'il fait 154 cm de haut. Il n'a pas bien capturé la taille de cet objet. Voilà. Alors je vais quand même ici faire le rendu rapide ray tracing. Ah, ça donne déjà un tout petit peu mieux. Avec un éclairage. Voilà. Bon, il faisait un peu froid ce jour-là, donc c'eût été mieux de sortir et d'être en éclairage naturel. Peut-être essayer une nouvelle capture dans de meilleures conditions. Mais techniquement, voilà, vous avez le processus. C'est quand même facile. Un enfant de 12 ans y arriverait sans problème. Et donc, c'est ça qui est surprenant et intéressant. Un petit rendu plus sérieux. Ok, ça avance. Le rendu n'est pas si mal que ça. Bon, c'est suréclairé, mais ça c'est à régler. J'ai juste jeté un éclairage vite fait, sans régler. Voilà, et j'ai fait juste un rendu en 1000 pixels sur 600. Et donc,
c'est flou parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels, mais ça commence à ressembler à une vraie photo. Donc voilà, en supposant que j'ai placé ces patins dans un décor, je vais pouvoir éventuellement faire un partage au départ du logiciel 3D. Donc dans Dimension, en haut à droite, bouton de partage, publier une scène 3D. Voilà, je vais taper ça comme nom. Créer un lien public. Donc c'est en train de préparer. Donc là c'est sur le cloud de Adobe que ça va se trouver. Tout est gratuit chez Luma. Pourquoi? Mais parce que ils entraînent leur intelligence artificielle avec toutes les captures que vous faites. Et finalement, à certains moments, évidemment, ce sera payant. C'est toujours le schéma économique en place. Voilà. Alors, avec le bouton à la souris, je tourne. Et bien sûr, l'objet, je ne l'ai pas dit, mais doit être nettoyé. Et la capture était mauvaise condition d'éclairage. Il y a un nettoyage nécessaire de la mèche, de la grille 3D, du maillage. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous faire un bit.ly parce que l'adresse est tellement simple. C'est quand même pas difficile de taper adobe.ly/3p71ech avec les majuscules là où il faut, les minuscules là où il faut. Voilà, donc à l'arrache, capture dans des mauvaises conditions, mais malgré tout, c'était pas mal. On va en analyser d'autres, des captures qui ont été faites, notamment la capture d'une voiture et d'une moto, parce que ça permet de capturer bien sûr des objets plus grands, même avec un drone, des bâtiments. Voilà. Donc, la boîte Art Nouveau, on avait été télécharger un SVG sur le web, on l'avait ouvert dans Illustrator, on l'avait enregistré au format Adobe Illustrator, on l'avait ouvert dans Photoshop pour le transformer en pixels, c'était pas obligatoire, on aurait pu travailler sur les vecteurs, mais c'était un choix de travailler sur des pixels. On avait colorisé pour que ça ait l'air doré, et on l'avait utilisé dans la version 7 ici, voilà, et donc quand j'ouvre la version 7 dans Dimension, voilà à quoi ça ressemble. Donc, nous avons la première boîte noire mat avec le fichier PSD colorisé qui était mis dessus. Ici, c'est la même chose, mais avec, quand on double-clique, la texture mise en fond. Et ici, on avait fait un test avec une normal map. Qui est là. Dans la texture, ici, c'était la normal map. Faite avec Photoshop 2023, puisque dans Photoshop 2024, ça ne fonctionnait plus. Là, on va tester bientôt un générateur de normal map en ligne sur le web, où on upload une image et puis ça nous fait notre normal map et on la télécharge. Ça va compenser le fait que dans Photoshop 2024, il n'y a pas le générateur de normal map sur base d'une image. Bien, donc je vais sélectionner la boîte et avec la touche Alt, je vais la déplacer parce que je vais travailler sur une copie là. En double-cliquant sur la boîte, je vais aller enlever la normale. Donc je clique sur la normale et corbeille. Voilà. Par rapport à la première, pour qu'on voit bien le relief, donc la première elle est vraiment mate, celle-ci, on avait été augmenté, là on avait été modifié la rugosité, certainement. Rugosité 32% pour celle-ci, non, je vais redouble-cliquer,
Rugosité 32%, oui. Pourtant c'est la matière mate, hein, mais en modifiant le canal rugosité, elle est moins mate. Alors que la première, 100% de rugosité, c'est ça. Oui, oui. Donc ça explique. Non. Bon, le fichier ici, vous pouvez l'enregistrer. Ça va être la version 8. Et donc, on a vu qu'il est difficile de positionner exactement comme on veut l'élément comme ça et sa normal map. Techniquement, il y a des limitations. Ça, c'est donc l'image qui a été juste glissée sur l'objet décalcomanie. Et oui, c'est ça. Et donc, voilà comment il faut procéder. Vous avez votre objet sélectionné. Vous allez demander menu objet, générer des UV. Voilà, ça a travaillé. Vous n'avez rien vu. On ne voit pas quelque chose qui indique que les UV ont été générés, mais vous l'avez fait. Et une fois qu'elles ont été générées, vous allez dans menu objet, exporter les UV. Voilà. Alors la précision des UV, oui, on peut augmenter si on veut. Allez, 4096, 4096, ce sera bien. Pour que ce soit exploitable sur tout ordinateur, je ne monte pas jusqu'à du 8000 sur 8000. Soyons, voilà, prudents. On clique sur l'hyperlien ici pour indiquer où on va enregistrer. Donc voilà, vous devez indiquer le bon dossier. Et vous cliquez sur exporter. Alors, je vais lancer Photoshop 2024 et je vais ouvrir le fichier PSD qui a été généré. Voilà. Donc, chez moi, je ne sais pas si chez vous, c'est le même nom, Cube 4 UV. Alors, ce qui est bizarre, c'est que parfois, d'un ordinateur à l'autre, pourtant au départ du même fichier, on a parfois des résultats différents. Il a fait le déploiement UV différemment, donc on va voir comment chez vous c'est fait. Voilà, touche F, voilà le déploiement UV du cube à coin arrondi. Il y a donc 6 faces, donc tout va bien. Dites-moi, est-ce que vous avez la même chose chez vous? Oui. Ah bon, tant mieux. Alors, c'est pas évident. Moi je veux mettre, donc si je vais voir dans Dimension, je vais mettre sur le dessus ici, le design, comme je l'ai fait ici en fait, mais en ayant donc la possibilité de lui mettre du relief. Je veux le mettre sur la face du dessus. Et si je vais voir dans Photoshop, où est la face du dessus? C'est laquelle? Celle du milieu, à ton avis? On va voir. Alors, dans la palette des calques, est-ce que vous voyez qu'il y a un calque ici, grille de texture, qui est pas affiché? Ben, affichez-le. Quand c'est affiché, vous faites fichier enregistrer sous et vous allez enregistrer ce document. Je vais lui donner le numéro 02, voilà. Donc je retourne dans Dimension, toujours sur cet objet qui est actuellement sélectionné. Je vais maintenant demander Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. Je pourrais la déplacer du Finder aussi, le fichier directement. Placer l'image sur le modèle. Et je vais chercher Cube 4 UV 02, ce que je viens de faire. Voilà, elle est sur le modèle. Et je demande de faire position fond à la place de décalcomanie. Voilà. Et ça, c'est magique parce que ça vous indique dans le déploiement UV qui est ouvert dans Photoshop à quoi ça correspond
chaque face. Et donc la face qui nous intéresse, c'est celle du dessus. Je vois les numéros, dans mon cas, E7, F7. Eh bien, je vais voir, oui. Ah ben voilà, c'est celle-là. Eh bien, figurez-vous que l'autre jour, j'ai fait l'exercice et c'était celle du dessus qui était la face du dessus. Et ici, c'est la face du dessous dans le déploiement UV. Zarbi, hein. Bon, ben maintenant que je sais que c'est celle du dessous, je peux enlever les numéros ici dans Photoshop. On va... Bah déjà, je vais fermer le groupe parce que le groupe repère UV, j'en ai pas besoin. Il y a un dossier prévu pour votre illustration. On peut l'utiliser ou pas. Voilà, je vais aller cliquer sur le calque ici blanc dans le dossier votre illustration et je vais importer. Fichier importer. Et incorporer. Ouais, on va faire comme ça pour éviter des problèmes de lien par la suite. Fichier importer et incorporer. Et je vais chercher le fichier Photoshop colorisé. Le voilà. Et en fait, c'est un motif, maintenant que je l'observe bien, c'est un motif qui aurait dû être retravaillé par nous parce qu'il est coupé sur les côtés. Mais c'est pas grave. C'est juste un exemple, on aurait pu prendre n'importe quoi, l'image d'un schtroumpf ou n'importe quoi, ça marche. Voilà, et je le mets sur la face, en bas là. Et je valide l'importation. Et j'enlève l'œil en face du calque blanc et l'œil en face des repères UV. Voilà. Il est entouré de transparence. Donc là, je vais enregistrer sous le fichier Photoshop. Je l'ai déjà enregistré, celui-là? Non, la version 2, c'était quand il y avait les chiffres qui apparaissaient, je vois là. Ah, ok. Et donc, dans Dimension, je vais mettre à jour le... Donc là, j'ai double-cliqué sur l'objet précédemment, je suis au niveau de l'image. Je vais mettre à jour l'image en cliquant sur... ici l'image et en indiquant avec un dossier, le dossier là, que c'est la version 3 maintenant. Ouvrir. Et voilà, elle est au bon endroit. Nickel. Je vais enregistrer le fichier. Alors, si elle est trop grande, si je la voulais plus petite sur la face, mais c'est pas ici qu'il faut jouer, surtout pas, c'est pas possible. Parce que là, on est en fond, ça englobe, l'image englobe la boîte. Si on veut modifier la dimension, il faut aller, et là je vais faire réapparaître pour référence les repères UV, et je vais travailler donc sur le calque ici. Je vais devoir CTRL-T, prendre une poignée du coin avec la touche Alt. Voilà, comme ça, ça transforme par le centre. Pas besoin de la touche Shift, on est dans une version récente de Photoshop. C'est d'office proportionné. Valider avec le petit V. Mettre à jour le fichier. Et dans Dimension, j'ai dit, en sélectionnant la boîte et en double-cliquant, pour être au niveau de la texture, voilà, je vais réindiquer le fichier en question. Oui, parce qu'il ne m'a pas fait la mise à jour tout seul. Voilà, et c'est plus petit. C'est un peu de travers là. On verra ça plus tard. Pourquoi? Ça dépend comment le déploiement UV a été fait. Ah, mais il est de travers aussi ici. J'ai dû foirer quelque chose. Je vais aller en arrière. Quoi? Dès le départ, elle est de travers Non. Hein. Ok, je vais recommencer tout. Fichier importé. Fichier importé et incorporé. Je vais aller chercher ma décoration dorée. Ah si, dans mon fichier, elle est... Dans le vecteur, il était déjà de travers. Ok, c'est pour ça. Bah alors,
J'annule. Je vais touche Escape, j'annule. Je vais pas essayer de récupérer le coup puisque ça vient du vecteur. Ok, c'est bon. Ok. Alors, remarquez, je vous l'ai dit l'autre jour, mais vous avez ici, quand on est dans Dimension, la possibilité, en cliquant là-dessus, d'ouvrir le fichier dans le logiciel qu'il a créé, Photoshop en l'occurrence. Mais ne faites pas ça parce que ça va vous embrouiller. Parce qu'en fait, dès qu'on importe une image dans Dimension, on travaille en fait avec une copie qui est dans le fichier .dn. Le fichier .dn, c'est comme un dossier, il y a plein de choses à l'intérieur, et dès que vous importez une image, c'est plus l'image qui est sur votre disque dur que vous voyez, c'est une copie qui a été mise, et tout ça c'est embrouillant, donc il faut vraiment, je pense, ne pas l'utiliser. Maintenant, après, faites comme vous voulez. Ok. Voilà, ça c'est le fichier que je suis en train de voir là. Bien. Donc il me faut maintenant avoir un grand fichier comme ça avec une map UV pour le relief. Donc je vais enregistrer celui-ci avant de faire le travail. Je l'enregistre sous le nom. Je vais ajouter simplement map UV, voilà. Pas map UV, normal map. Normal map. Voilà. C'est juste moi qui décide, c'est pas une obligation de l'appeler comme ça, il faut juste gérer. Je vais afficher, maintenant qu'elle s'appelle comme ça, je vais afficher le fond blanc. Je vais faire en sorte que cette chose dorée là soit plutôt noire. Donc simplement peut-être en ajoutant un effet spécial d'incrustation couleur. Et en disant que ça va être... Ah ben il y avait déjà un effet spécial en fait dessus. C'est déjà par effet spécial que j'avais mis le doré. Ou pas. Voilà, je mets du noir. Du vrai noir, voilà. Bien au fond. Voilà. Et je peux l'enregistrer donc, puisque je suis certain d'avoir nommé normal map, c'est vraiment l'image pour la normal map. Je vais enregistrer une copie pour pouvoir en faire une version JPEG ou PNG, c'est pas plus mal, comme ça il n'y a pas de compression visible, c'est du non destructif, le PNG, c'est pas plus mal. PNG, en anglais ils appellent ça PNG. Comme ça, si vous entendez parler du format PNG en anglais, c'est le PNG. Acronyme de Portable Network Graphics. Voilà. Ok, donc cette image là que j'ai appelée normal map, je vais la fermer ici et je vais générer dans Photoshop 2023 tant qu'il est encore disponible. Voilà, très bien. Alors pourquoi est-ce que Adobe abandonne les fonctionnalités 3D dans Photoshop? Et parce qu'ils ont acheté Substance, une suite de texturage 3D très évoluée, utilisée beaucoup, notamment dans le jeu vidéo, par les concepteurs de jeux vidéo, premièrement. Deuxièmement, les machines ont évolué, notamment au niveau des cartes graphiques. On est passé sur Mac à ce qu'on appelle le système Metal, et
c'est un peu trop complexe, ça vaut pas la peine, surtout vu qu'ils ont substance, de commencer à essayer d'adapter Photoshop, la 3D de Photoshop, au nouveau système de carte graphique du Mac. Donc voilà. Et donc voilà, je suis dans Photoshop 2023 et je vais aller générer cette normal map quand même, puisque ça fonctionne encore, sans doute par émulation, par Rosetta. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Donc, menu filtre, 3D, génération d'une carte de normale. Voilà. Donc la sphère ne tourne pas, c'est le problème de 3D. Mais j'arrive quand même à voir derrière ce que ça donne. C'est pixelisé parce que l'image n'est pas très précise. Je vais augmenter un peu le flou. Voilà. Échelle détaillée. Ok. Ok, on va prendre comme ça. J'aurais dû le faire sur une version aplatie. Je vais aplatir. Calque, aplatir l'image. Ok. Filtre 3D normal. Voilà. Ok. C'est bon. Et alors, j'enregistre ça. Donc, dans Dimension, je double-clique. Je suis au niveau de l'image dorée. Et dans les propriétés de l'image, eh ben non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas normal map, parce qu'en fait, c'est sur la texture de base mat que je dois la mettre. Voilà, mat. Là, il y a la possibilité d'aller charger dans la texture mat de base une normal map. Voilà, je la sélectionne sur l'ordinateur, c'est celle-là. Et on va voir ce que ça dit. Et puis, elle doit être en... Elle doit être en fond. Et là, elle se répète. Ah oui, il est en répété 4,3. Ça a hérité de ça des exercices d'avant. Donc je vais mettre 1, touche tabulation. Et voilà, ça marche. Oh, le gros piège quand même. Hein, il faut avoir des yeux partout. Et donc là, voilà. On a la boîte avec le relief. Semblant de relief. Hein. Le semblant de relief parce que ce n'est qu'une illusion. C'est pas de la géométrie. Si je regarde la boîte de manière rasante, je remarque qu'il n'y a pas de relief en fait. C'est vraiment juste... C'est vraiment juste une illusion. Mais c'est comme ça que les jeux vidéo fonctionnent. Tous les personnages avec leurs textures hyper détaillées que vous voyez, c'est des normal maps, c'est une illusion de relief. Et l'éclairage donne cette illusion. Ok. Donc c'est un peu chipot, mais il y a des solutions si on veut avoir un habillage sur une boîte ou sur n'importe quel objet et avoir du relief. Donc bien sûr, si je veux mettre ça sur un autre objet maintenant, un autre objet, n'importe quel autre objet, je vais être obligé de, évidemment,
Alors là, où est-il? Là, là, là. Je vais être obligé de régénérer son déploiement UV. Ce qui serait intéressant, c'est de le faire sur un objet qui est courbe pour tester. Voilà. Ce serait très moche là-dessus, mais pourquoi pas? Capsule. Donc voilà, voilà. Malheureusement, la solution la plus simple reste encore Photoshop, mais je vais me renseigner pour voir s'il n'y a pas une solution facile pour générer au départ d'une image une normal map. Alors, je vais juste ici faire la génération UV de cette capsule et l'exporter pour voir à quoi elle ressemble. Voilà. Je vais le faire pour le flacon aussi. Ce flacon-ci. Objet générer des UV. Objet exporter les UV. Ah tiens, pour le flacon, il a mis un petit curseur, il a fait un flash de curseur pour dire qu'il calculait. Parce que c'est quand même assez complexe apparemment. Et c'est tout le flacon que j'ai pris, le bouchon et la bouteille. Parce que j'aurais pu prendre seulement la bouteille et générer les UV seulement pour la bouteille, mais voilà. Alors, dans Photoshop, est-ce que c'est exploitable? Voilà. Ah ben oui, il m'a fait les UV pour la bouteille. Ok, donc là aussi, avec l'affichage de la grille de texture, il va falloir repérer à quoi ça correspond par la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Et si j'ouvre la capsule, il m'a exporté quand même la capsule. Ah, capsule UV, voilà. Ouh, là par contre, ça va être difficile de mettre une texture dessus. Voilà. La génération UV n'est pas faite idéalement et avec Dimension, qui est un logiciel hyper simple, on n'a pas, je pense, la possibilité de contrôler la manière dont il fait le déploiement UV. Donc la philosophie de Adobe, c'est de dire, on amène la 3D à l'utilisateur et ça doit être aussi facile que la 2D. C'est leur slogan à propos d'Adobe Dimension. La 3D est aussi facile que la 2D. Mais il y a un downside, il y a un biais à ça, c'est que c'est assez limité en fait. Et si on veut vraiment aller plus loin, il faut compléter ça avec un vrai logiciel 3D. Alors, Blender, c'est pas mal, mais il y en a un qui est pas mal utilisé, notamment par ceux qui font du web, et du web assez avancé avec de la 3D dedans, c'est Spline. Voilà. Donc Spline, on va s'y intéresser, parce qu'il est quand même pas mal utilisé pour faire de la 3D simple. Et il est même probable qu'il y aura un générateur d'UV dedans. Il est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur, et il ne faut pas payer. Enfin, pour la version de base, il ne faut pas payer. Et on peut faire de l'animation, de l'exportation pour le web, etc. Des interactions. Donc on va s'y intéresser. Oui, puisqu'on vient d'évoquer Ikea, je vais quand même vous révéler quelque chose que vous ne savez peut-être pas à propos d'Ikea. Dans le monde de l'image et du graphisme, je ne vais pas commencer à vous parler des armoires et de la dernière que j'ai achetée qui est... Hein, voilà. En 2012, à peu près 12% des images dans les catalogues Ikea et sur le site web étaient créées en 3D par des artistes au lieu de photographes. Un an plus tard, c'était 25% des images qui étaient des images 3D. Voilà. Et pour l'instant, apparemment, c'est 75%. Donc on s'approche des 100% d'images des catalogues et des sites web Ikea qui
sont des rendus 3D. Est-ce que vous n'aviez pas remarqué ça, sans doute? Donc tout ça, tout ce que vous voyez dans les catalogues et sur le site web, ce sont des rendus 3D, ce ne sont pas des photos. Pourquoi? Pour différentes raisons. Si un produit change, c'est expliqué dans ce site web d'ailleurs. Sur cette page, je vous la mettrai à disposition. Voilà, c'est plus facile de maîtriser les éclairages, ça coûte moins cher en fait. Et alors, il y a des artistes 3D qui sont spécialisés dans le rendu d'architecture et d'intérieur comme ça. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un métier, le rendu architectural. C'est une branche de la 3D. Bien, donc ici ils le disent, hein, les raisons pour lesquelles le rendu 3D est supérieur à la photographie de meubles. Vous voyez, ça c'est quand même grave. Hein. C'est avant l'intelligence artificielle, c'est depuis 2012, combien? 12% en 2012, et puis on augmente de plus en plus, on va vers les 100% de rendu 3D, donc c'est les technologies 3D, c'est les trucs bien compliqués avec les logiciels comme Maya, Houdini, 3D Studio Max, des choses bien lourdes qui prennent quand même pas mal de temps pour arriver à les étudier et les maîtriser, mais et qui deviennent plus faciles de plus en plus, bien sûr, mais bon. Et donc, ben c'est les photographes de meubles qui perdent leur boulot. Et alors, il est probable que l'étape suivante, ce soit les photographes de nourriture, parce que ça aussi, dans le monde de la photographie, il y a des gens spécialisés pour photographier des gâteaux, de la nourriture, pour les livres de recettes, pour les entreprises qui vendent de la nourriture en ligne, etc. Les traiteurs, on appelle ça, évidemment. Donc, j'en reviens ici à la 3D. Quels sont les avantages d'après ce site web? Donc, mais quand les produits changent, c'est plus facile de remplacer les produits dans la scène. C'est ce qu'ils disent ici, si je comprends bien. Les coûts sont moindres. On peut changer le design de l'objet on the fly, donc à la volée. Pendant qu'on est en train de faire préparer le catalogue, on ne doit pas retourner en studio pour refaire un shoot. Et alors, il y a ici quelque chose dont il ne parle pas parce que c'est un peu tabou. C'est que les catalogues Ikea, et ce n'est pas la seule marque, d'un pays à l'autre, il y a parfois des différences majeures. Une différence majeure, c'est que dans certains pays, dans les catalogues, vous n'avez pas de femmes dans les photos. Ah oui, il y a des pays où c'est dérangeant d'avoir des femmes dans les photos. D'autres pays, on montre des familles, hein, des enfants, les hommes, les femmes dans l'environnement. Et certains pays, ben non, il faut que des hommes. Si on montre que des hommes. Voilà. C'est surprenant, mais c'est ainsi, c'est culturel.